c'est pour parler du rein et du diabète. Le plan est très classique, donc juste en première ligne, en première chose, un tout petit peu d'épidémio. Le diabète est la première cause d'insuffisance rénale. C'est très fréquent et ça évolue malheureusement vers l'insuffisance rénale terminale. À Mayotte, comme toujours, on n'a pas de données, sauf que nous, ce qu'on voit dans notre pratique quand même, c'est que la grosse majorité de nos insuffisants rénaux terminaux dialysés, ils sont quand même diabétiques. Mais j'espère qu'on aura des données. Je ne suis pas néphro et pas diabéto, du coup je suis pas très bonne, mais globalement l'idée de la physiopathe c'est que y a une atteinte de la microvascularisation, enfin c'est la même chose que pour l'atteinte de l'œil et pour l'atteinte de la neuropathie, enfin c'est de la microangiopathie. C'est un stress oxydatif, tout ça, ça agit sur les artères et ça donne une glomérulopathie, avec en premier lieu une albumine qui va être excrétée et puis une baisse du débit de filtration glomérulaire. Je n'irai pas plus loin dans la physio, sinon je vais m'embrouiller. Alors, d'abord, quand suspectez une néphropathie diabétique chez un patient diabétique que vous suivez, s'il a une protéinurie, normalement on le voit, on le dépiste de manière annuelle, je vais y revenir. S'il a une baisse du DFG, et aussi un autre petit signe, c'est quand même s'il a une hypertension artérielle qu'il n'avait pas antérieurement. L'idée de toute façon, mais ça vous le savez, je pense, c'est que dans tout ce qui est maladie rénale, c'est pas tellement la clinique, hein, c'est vraiment la bio. Et alors, quand évoqué chez un patient diabétique qui a soit une protéinurie, soit une baisse de son DFG, soit une hypertension artérielle, une autre cause qu'une glomérulopathie diabétique, il faut quand même y penser parce qu'on a tendance à mettre diabète et néphropathie diabétique à tout le monde. Or, il y a tellement de diabète, toutes les néphropathies ne sont pas non plus diabétiques et il peut y avoir d'autres causes, et en particulier d'autres causes curables. Donc, c'est dommage de ne pas chercher un minimum. Donc, il y a l'évolution récente du diabète. De moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut 5 ans d'évolution de diabète pour avoir une néphropathie. Je pense qu'à Mayotte, on peut raccourcir le 5 ans parce que nous, on en voit qui sont d'emblée néphropathes parce qu'en fait, ils étaient déjà diabétiques antérieurement. Un très bon marqueur, c'est s'ils n'ont pas de rétinopathie associée. S'ils n'ont pas de rétinopathie associée, alors ça devient déjà un peu plus atypique d'avoir une néphropathie sans rétinopathie. C'est pour ça que nous, on a un... j'ai perdu le nom de ce truc. Un truc qui fait des fonds d'œil, mais on ne fait pas des fonds d'œil vraiment. Un rétinoscope, un rétinographe. Et donc, on regarde comme ça le fond d'œil de nos patients. Et c'est vrai que c'est un bon marqueur parce qu'en gros, on dit juste normal, pas normal. Et s'il est normal, alors qu'il est insuffisant rénal, c'est pas classique et donc on peut penser à autre chose. Et enfin, la dernière chose, c'est s'il y a des signes associés qui sont atypiques. Globalement, le diabétique qui est néphropathe, à part l'hypertension et la protéinurie, il ne doit rien avoir d'autre. Donc, si vous avez une hématurie, ça c'est à la bio. Si à l'écho vous avez des reins asymétriques ou des reins kystiques, etc., ça c'est pas normal. S'il y a un syndrome inflammatoire à la bio, pardon, je n'ai pas détaillé. Et puis après, cliniquement, si vous avez des choses qui vous évoquent autre chose, de la fièvre, une altération de l'état général, des arthralgies, des lésions cutanées. Alors le néphro de Média m'a refait toute la liste de tout ce qu'il fallait penser, mais les signes ORL, en particulier tout ce qui est rhinite croûteuse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre voilà, des signes pulmonaires, est-ce qu'il tousse, voilà. Donc en gros, il faut juste se dire que si vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous paraît très classique, alors c'est bien d'avoir un avis parce que peut-être qu'il y a une cause curable à cette néphropathie et qu'il faut peut-être le biopsier. Voilà. Et donc tout à l'heure, je disais, il n'y a pas vraiment de signe clinique, donc le dépistage est systématique. Il faut doser dans le sang la créatinine et dans les urines le ratio albuminurie sur créatinurie. Tous les ans, Breno a montré le tableau. Je vais revenir sur le ratio prot-créate qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors s'il est clair, je suis désolée, je vous fais un truc que vous connaissez déjà. Mais en fait, en vrai, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens pour qui c'était pas si clair. Donc en gros, dosage des 24 heures, c'est pas faisable, faut arrêter de se mentir. Le dosage en grammes par litre, il est faux. Là, on va tous boire 1 à 2 bières, donc évidemment qu'on a une protéinurie en grammes par litre qui n'est pas la même que celui qui n'a rien bu ce soir. Et donc, on a besoin d'autres choses pour mesurer cette protéinurie. Et donc, on peut utiliser la créatinurie qui a une excrétion qui est constante, quel que soit
ce qu'on boive, etc. Constante par personne, en fait, qui dépend évidemment de la masse musculaire. Et donc, en gros, après, ça fait un ratio, on enlève l'eau, et donc ça fait un ratio en grammes par millimole, donc en prot par créate. Je ne sais pas si ça vous paraît un peu clair. Et donc, des exemples pratiques. Cette patiente que j'ai vue cette semaine, on voit, j'avais peur qu'on ne voit pas, qui a donc une protéinurie au CHM exprimée à 4,39 grammes, une créatinurie à 13,3. Le ratio, eh ben, il faut bien se passer en milligrammes par millimole, et donc elle a un ratio à 330. Supérieur à 300, c'est un équivalent à supérieur à 3 grammes par litre. Mais en fait, on ne parle pas, voilà, on dit juste qu'elle a un ratio supérieur à 300. Elle est très, très protéinurique. Un deuxième bilan que j'ai trouvé sur un des patients qu'a vu Marion ce matin, que j'ai pris au pif. Lui, il a une protéinurie à 560 mg par mol, une créatinurie à 24,7, ça fait un ratio à 22, inférieur à 30, c'est normal. Et vous voyez que dans le cas de cette malade-là, si on n'avait pas pris le ratio, qu'on avait pris que la protéinurie en grammes par litre, on aurait l'impression que ça ne l'était pas. Pour cette dame qui a une toute petite protéinurie, c'est ces patients-là pour qui on peut faire une microalbuminurie pour voir si effectivement il y a une toute petite excrétion de protéinurie. Et donc le tableau, c'est ça, inférieur à 3, entre 3 et 30 et supérieur à 30. En vrai, c'est même supérieur à 30 et supérieur à 300, on considère qu'ils sont supérieurs à 3 grammes, donc comme si c'était néphrotique. C'est bon? Et donc c'est ce que je disais, la patiente d'avant, il faudrait faire une microalbe pour voir entre 3 et 30. Oui, en fait, mes patients sont tellement protéinuriques que j'ai l'habitude qu'ils sont tous entre 3 et 30. Mais donc voilà. Ça vous paraît clair ou pas? C'est ce tableau-là qui est juste. La créate, bah ça c'est la mesure du DFG que vous connaissez. Et en fait, une créate prise isolément, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est l'évolution de la créate. C'est comme la protéinurie. D'ailleurs, la protéinurie prise isolément, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est l'évolution de la protéinurie qui est intéressante. Et donc l'évolution, et après, et voilà, j'ai cru que j'avais mis un truc sur l'évolution. J'ai pas mis. Et après, on peut classer la maladie en fonction des stades. Là, je vous apprends rien, mais c'est intéressant parce que ça permet de classer chaque patient. Bah, j'étais persuadée d'avoir mis un truc sur l'évolution et j'ai oublié. Bon, désolé. Je vous fais la prise en charge. Je ne sais pas quel protocole t'as envoyé, Marion. T'as envoyé la dernière version ou l'avant-dernière? Je l'ai un peu changé. Bon, c'est pas grave, ça change rien. L'insuffisant rénal diabétique. En premier, il faut lui apprendre un tout petit peu sa pathologie. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est au milieu de tout un tas d'autres choses. Franchement, s'il est néphropathe, il a aussi l'atteinte ophtalmo, il a aussi une neuropathie qui va le gêner, qui est souvent au premier plan ce qui le gêne. Donc, l'atteinte rénale qu'il ne ressent pas, c'est pas facile de lui en parler. Donc, on a fait la dernière vidéo qui manquait vraiment à notre arsenal de vidéos. Elle a été faite cette semaine grâce à notre réalisatrice. Et donc, il y a une vidéo sur Cardiomagnotte qui explique l'insuffisance rénale. Donc, la vidéo est un peu longue. Nos acteurs ont eu beaucoup de mal, mais on a une vidéo qui donc va bientôt arriver, qui explique la maladie rénale chronique. Il faut un minimum leur expliquer les signes de gravité et en particulier les œdèmes, la prise de poids et les difficultés pour respirer. Il faut leur parler d'automédication. Heureusement, à Mayotte, en fait, ils font pas beaucoup d'automédication, mais c'est quand même pas mal de leur rappeler. Et moi, ça, je le mets dans l'éducation aux patients. Il faut leur parler assez vite de capital veineux. Et je pense que de toute façon, les soignants, ils en ont rien à fiche. Ici, tout le monde massacre les veines de tout le monde. Donc, j'essaye de dire aux patients qu'il ne faut pas qu'on les pique sur la veine et c'est à eux de dire d'être vigilants à ça. Parce que tout le monde s'en fout et donc on se retrouve avec des patients à qui on n'arrive pas à faire des fistules du tout. Donc faites vraiment attention au capital veineux et si nous, médecins et infirmiers, on n'arrive pas à y faire attention, ben moi je dis aux patients d'y faire eux-mêmes attention et de signaler ben non, je ne veux pas être piqué ou je dois être piqué sur le dessus de la main. Les règles hygiéno-diététiques, globalement, c'est une alimentation équilibrée et c'est de boire à sa soif. Il y a rien de très extraordinaire pour l'insuffisance rénale. C'est la même chose que pour n'importe qui veut être en bonne santé. Sauf pour le stade 5, où c'est pas mal d'avoir l'avis du néphro, en particulier concernant la boisson, le potassium et la dénutrition, parce qu'il y a pas mal de risques de dénutrition. Il faut vacciner les patients.
il faut vacciner les patients contre le VHB. Et contre le VHB, on sait qu'ils répondent moins bien à la vaccination. Il faut faire 2 doses à M0, M1, M3, M6. Si je dis M0, M1, M3, M6, quelque chose comme ça. Et il faut les vacciner contre le pneumocoque. Mais c'est à chaque fois double dose pour le VHB. Et enfin, surtout, enfin c'est pas et enfin, mais et la pierre angulaire, on va dire, de la prise en charge du néphropathe diabétique, c'est la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires. Et en fait, il n'y a que ça qui va limiter la dégradation de sa fonction rénale, parce que de toute façon, il va se dégrader. Donc pour pas qu'il se dégrade, il faut qu'il ait une tension nickel, un diabète nickel, et si possible, qu'il perde du poids, qu'il ait un cholestérol bien aussi, etc. C'est vraiment la base. Je détaille pas parce qu'il y a des protocoles pour chaque. Le traitement néphroprotecteur. Donc ça, oui, mais ça, généralement, les gens y pensent. Enfin, malheureusement, des fois, pas toujours. S'il y a une protéinurie IEC ou ARA2, jamais les deux, qu'on introduit progressivement et qu'on met à la dose maximale. Si on prend le Vidal, il met une limite de dose pour les IEC et les ARA2 en fonction de la fonction rénale. C'est pas vrai. Il faut mettre les IEC et les ARA2 à la dose maximale tolérée. Donc la dose maximale tolérée, c'est la kaliémie et la dégradation de la fonction rénale. S'il dégrade un peu sa fonction rénale, ça on l'a tous appris à l'ECN, c'est pas très grave, à condition qu'il ne la dégrade pas trop. Et la kaliémie, bah, c'est surtout ça qui va faire arrêter. Je pense que c'est tout. Et alors après, le bonheur de Breno, les inhibiteurs du SGLT2, que j'apprends à prescrire petit à petit, et qui s'introduisent entre 20 et 60 de clairance et qui peuvent se poursuivre après, même en dessous de 20. On arrête à combien? À 20 à 25. En fait, vas-y, dis. C'est un médicament qui a la MM pour 3 maladies, hein, pour la maladie rénale, la maladie cardiaque et le diabète. Et selon la maladie, il y a un DFG limite. Donc pour le diabète, pour baisser les sucres carrément, à 45, à moins de 45, il ne sert plus. Mais pour protéger les cœurs et les reins, jusqu'à 20, ça sert. Donc il faut le garder. Si un patient qui a 30, c'est pas les Forxiga qu'on va ajouter qui va faire baisser les sucres, mais il va aider à protéger les reins, à protéger les cœurs. Donc il va avoir d'autres fonctions. Ok. J'ai presque terminé, c'est pas très long. Et alors après, la prise en charge des complications. Donc là, bah, c'est des complications. Déjà, normalement, c'est un peu plus de l'ordre du... Quand ils sont au stade des complications, c'est qu'on est au stade 4-5. Et c'est un peu plus de l'ordre du spécialiste quand même. Donc l'anémie, ils ont des anémies qui est normocytaire régénérative. Il faut d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas de carence associée. Mais ça, c'est... J'ai l'impression en le disant comme ça que c'est une évidence. Mais en vrai, c'est pas fait. Il y a plein de gens qui mettent de l'EPO sans avoir vérifié avant s'ils n'avaient pas une carence en fer. S'ils ont une carence en fer, il faut la supplémenter. Et si possible, pour cette histoire de capital veineux, plutôt en péros. Après, si la tolérance ou l'efficacité n'est pas bonne, on peut passer en IV. Et ensuite, on peut introduire de l'EPO seulement s'il n'y a pas de carence en fer. Enfin, de carence en fer et en vitamines. Les troubles hydroélectrolytiques, ben, c'est l'acidose pour lesquels on peut mettre du bicarbonate. C'est le potassium pour lequel on peut diminuer les IEC, traiter cette acidose et en tout dernier recours mettre des chélateurs du potassium qui sont le caïxalate. Mais en pratique, le caïxalate, à part les stades 5 vraiment terminaux, c'est pas un médicament qu'on est amené à utiliser normalement. Enfin, de toute façon, n'importe quel patient un peu sensé va pas le prendre tous les jours. Hein. Donc, faut plutôt jouer sur les deux autres causes. Les troubles du bilan phosphocalcique, donc ça c'est vitamine D, calcium, phosphore, albumine, PTH. On tolère une PTH qui est un peu plus augmentée que dans la population normale. Mais en gros, l'idée c'est surtout de supplémenter la vitamine D. Ici, il y a beaucoup de carences en vitamine D. De mettre du calcium s'il le faut et un chélateur de phosphore. Et enfin, la rétention hydrosodée, ben, on met des diurétiques de l'anse, on leur apprend à surveiller leur poids, à surveiller leurs œdèmes. Il me manque... Bon, j'avais fait des diapos que j'ai dû oublier, ou je sais pas. J'ai pas mis... Je sais pas. Je voulais mettre... j'ai oublié de mettre la diapo, le rôle du médecin, d'abord. Sur deux petits trucs qui sont vraiment importants. C'est faire la LD
Faire la LD. Pour ceux qui n'ont pas de sécu, faire la demande de titre de séjour pour raison de santé. Il faut savoir que dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a au deal avec ce truc-là? C'est parce que simplement la dialyse n'est pas accessible aux gens qui n'ont pas de papier. Donc pour éviter de voir des gens de 40 ans mourir sans dialyse, on anticipe et on leur fait un titre de séjour pour raison de santé. Et la deuxième chose, c'est en tant que médecin, nous, dès qu'on voit une créate qui est un peu augmentée, on s'astreint à vérifier chaque médicament, s'il peut être continué ou pas, et à quel poso. Et on le fait tout le temps, et en vrai, franchement, moi, je repasse sur des ordonnances, mais en permanence, et j'adapte des posos tout le temps, tout le temps. C'est pas fait. Les IEC sont mis à toute petite dose, et en revanche, la metformine est mise à pleine dose, l'allopurinol est mis à pleine dose, etc. C'est un peu ralent quand on le voit de mon côté. Donc voilà, juste on fait hyper gaffe quand on est médecin au poso. Il y a le site du GPR, mais j'avais fait une diapo, je sais pas où elle est passée. Donc il y a le site GPR qui est très très bien fait pour les adaptations de doses et qui est idéal. En conclusion, il ne faut pas qu'on en arrive là, il faut prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire, il faut les dépister, c'est les recos. Une fois qu'ils sont dépistés, il faut prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est ça qui évitera qu'ils s'aggravent. Se méfier d'une autre étiologie, prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Le traitement néphroprotecteur, on l'a vu avec IEC et les glyphosides. Et enfin, les complications. Voilà pour moi. Concernant la biochimie urinaire, on peut faire sur les 24 heures, bien l'échantillon suffit. Non, en 24 heures en pratique à tous les diabétiques, c'est pas gérable. Donc uniquement le ratio. Et tu fais le ratio prot sur créate. L'échantillon suffit, ouais. À n'importe quel moment de la journée. Nous, on le fait souvent quand ils viennent en consultation. La créate va donner les taux de concentration des urines. Quand on sait si les urines sont concentrées ou pas concentrées, ça va nous aider à comprendre si la protéine qu'on trouve elle est haute ou basse.